Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Bernard Lejeune, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre régionale des comptes. Alors vous entraînez une nouvelle compétence de la Chambre que vous avez depuis 2 ans qui vous permet d'évaluer une politique publique. Là, c'est à la demande de la région Auvergne-Rhône-Alpes que vous avez évalué le parc des TER et enfin le parc des trains régionaux. Et si on lit bien votre rapport, vous avez conseillé à la région d'investir massivement dans le renouvellement des trains, c'est ça? Vous avez parfaitement compris le rapport. Alors pour revenir effectivement à cette compétence qui n'existait pas jusqu'à fin 2022, permet donc de faire une évaluation de politique publique à la demande d'une des grandes collectivités de la région. Il y en a 17 qui peuvent le faire. La plus grande de la région, le président Wauquiez a souhaité le faire très vite pour avoir une vision complète sur la politique du matériel roulant. C'était sur le matériel roulant que nous avons travaillé sur, bien sûr, les trains express régionaux de la région. Et effectivement, on a mis en évidence, notamment, ce n'est pas le seul point, qu'il manquait effectivement des trains pour arriver à faire le plan de transport. Et au-delà du manque de trains, puisqu'on a évalué à une trentaine de trains manquants, le fait qu'on ait un certain nombre de trains assez vieux, les corails, on en a plus d'une trentaine comme ça qu'il va falloir remplacer dans les années à venir. Donc ça nécessite des investissements élevés. Nous avons chiffré sur le matériel roulant pour les 10 ans à venir pour 3,4 milliards d'euros. Alors, la région a annoncé 3,8 milliards d'investissements dans les TER. Mais est-ce qu'ils ne le font pas un peu trop tard? Ils n'ont pas pu s'en rendre compte en arrivant en responsabilité. Laurent Wauquiez était président de la région pendant 7 ans. Alors, ce n'est pas si évident que ça, parce que le nombre de trains et le plan de transport dépend de la fréquentation. Je rappelle que nous avons une année 2021 de crise sanitaire où il n'y avait personne dans les trains. Donc le rebond de la fréquentation a été assez spectaculaire les années suivantes. Donc ça, c'est un point effectivement sur lequel aussi bien la SNCF qui les conseille que la région pouvaient ne pas totalement anticiper le phénomène, même si l'étude aurait peut-être permis d'aller un peu plus loin. Par contre, il y a des choses effectivement qui pourraient être anticipées. Les corails qui arrivent en fin de vie, tout le monde pouvait savoir qu'il fallait les remplacer tôt ou tard. Donc ça aurait pu être anticipé. Donc voilà, donc il y a peut-être un travail qui a manqué, un travail et une relation de confiance entre la SNCF, qui est celui qui met en œuvre, et la région, qui est celui qui donne les ordres, qui a manqué peut-être dans cette opération. Et effectivement, 3 Vous milliards n'accablez pas la 4. région là. Hein. Vous n'accablez pas la région là-dessus. Non, c'est les deux. Enfin, quand on a vu dans les échanges, c'est les deux. La région a sa part de responsabilité et la SNCF également. Donc c'est effectivement un point de faiblesse de travailler entre les deux. 3,4 milliards, c'est lourd, mais le problème, c'est quand on achète un train, il faut que vos téléspectateurs comprennent que ça met 5 ans d'arriver. Alstom ne le fait pas du jour au lendemain. Ça prend 5-7 ans. Et donc, aujourd'hui, nous allons avoir un déficit de train pendant quelques années. Dans l'étude que vous faites, vous avez regardé aussi les chiffres donnés par la SNCF. Et là, votre constat, c'est que, je ne sais pas si les chiffres de la SNCF ne sont pas sincères, en tout cas, vous avez trouvé des résultats différents, notamment sur la ponctualité. Il y a beaucoup plus de retard que ne le dit la SNCF, et sur la satisfaction des usagers. Alors oui, nous avons fait une étude approfondie. En fait, on s'est posé la question de la solidité des chiffres de la SNCF. D'abord, on s'est tout de suite interrogé quand la SNCF dit qu'on est quasiment à 90%, pas tout à fait, mais très proche de satisfaction des trains, et que vous croisez des gens au quotidien qui se plaignent toujours des retards, des difficultés, de la mauvaise qualité du transport. Vous vous dites, c'est pas possible. Enfin, comment on peut trouver un score aussi élevé avec autant de gens qui se plaignent au quotidien? Alors, il faut toujours se méfier peut-être des gens qui se plaignent, qu'on entend plus de ceux qui sont contents. Donc, on a mené notre propre étude. Nous avons demandé la liste de tous les abonnés à la SNCF, qui nous a donné. Alors, bien sûr, on a travaillé sur les abonnés principalement, et on a posé la question, effectivement, par mail, et on a eu beaucoup de réponses, qui nous a permis de faire une étude très poussée. Et on s'est rendu compte que là où la SNCF trouve 87% de satisfaits, nous, on en a trouvé que 53%. Ce qui nous a semblé plus refléter l'état d'esprit des voyageurs, avec bien évidemment, ça c'est la satisfaction générale, des données beaucoup plus fines. Et puis sur les retards, vous l'avez dit, ou les annulations, la SNCF raisonne par train. Pour elle, un train qui ait 100 personnes dedans ou qu'il y en ait 10, c'est un train. Nous, on a raisonné par rapport aux voyageurs. Et on a raisonné, on a essayé de voir finalement les trains. Ceux qui étaient en retard, c'était ceux qui avaient 100 voyageurs ou plutôt 10 voyageurs. Et on a constaté que c'est ceux qui transportent beaucoup de voyageurs qui sont le plus en retard, ce qui explique aussi le mécontentement souvent important, notamment pour les gens qui vont travailler ou étudier.
Concrètement, ça peut aider la région à redéfinir ses critères de qualité dans les contrats passés avec la SNCF. Exactement, c'est ce qu'on leur a conseillé d'ailleurs dans une de nos recommandations. Vous avez aussi demandé une refonte de la réparation des wagons, c'est ça, qui sont aujourd'hui mal entretenus? Alors, la maintenance, il y a deux aspects en fait dans la maintenance. Alors, c'est très important la maintenance, parce que on ne le voit pas, mais quand on prend un train, on aime qu'il soit propre. On aime que les portes s'ouvrent, on aime que s'il y a de la Wi-Fi, ça fonctionne, enfin, quand il y en a, et ainsi de suite. Et bien évidemment, qu'il roule. Donc là, maintenant, c'est comme un garage. Et en fait, dedans, la SNCF, le point positif, c'est que la SNCF est un bon garagiste. Mais le problème, c'est que les garages sont au mauvais endroit. Ils sont tout au niveau de Lyon, pour la plupart, enfin les plus importants, Vénissieux, Vèze, ce qu'on appelle les technicentres. Sauf que c'est là où les trains sont tous en plein milieu, en train de rouler, donc c'est difficile d'atteindre. Le garage est vieux, nos technicentres sont vieux, il manque d'équipement, ils travaillent surtout la journée. Or, c'est là où on a besoin des trains, puisqu'ils roulent la journée, alors qu'on leur a conseillé plutôt de faire la maintenance la nuit, ce qui n'est pas facile, hein, c'est de faire travailler les gens la nuit. Vous n'allez pas être très populaire auprès des agents? Non, mais c'est un sujet social. Après, la SNCF nous l'a dit, c'est pas facile à négocier, si on en a conscience. Mais ça se fait sur d'autres trains. Ça se fait sur les TGV, les Ouigo. Pour effectivement, où là, maintenant, c'est plus la nuit que le jour, parce qu'ils roulent la journée. Donc pour les trains, et d'ailleurs pour les TER, vous avez des technicentres qui travaillent beaucoup plus la nuit, et d'autres qui travaillent peu la nuit. Donc ce sont des sujets sociaux que la SNCF doit aborder, et que la région doit d'ailleurs à découvert comme données, et qu'elle doit discuter avec la SNCF. L'idée serait du coup de créer des centres ailleurs qu'à Lyon, un peu répartis dans la région. Exactement. Et puis, plus polyvalent. Il faut savoir que nous avons un nombre de séries, de rames. Vous avez dû constater, vous allez à la Part-Dieu, si vous regardez les trains, vous en avez des beaux, des bleus, vous en avez tel autre. Vous avez des marques différentes, un peu comme des voitures différentes. Le problème, c'est que nos technicentres sont spécialisés. Celui d'Annemasse, il s'occupe du Léman Express, mais il ne sait pas faire autre chose. Et ainsi de suite. Donc, nos garages, entre guillemets, ils sont vieux, ils sont spécialisés, ils ne sont pas facilement accessibles. Tout ça fait que la maintenance bloque des trains. En gros, 16% du parc est bloqué dans les technicentres, alors que notre garagiste, techniquement, est plutôt bon. La région, me dire quelle est la région la mieux gérée de France. Sur l'efficience des TER, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Pour le coup, là, c'est vraiment une mauvaise élève. Effectivement, on a constaté, alors, par rapport à ce que je vous dis, c'est pas une surprise, c'est-à-dire on a regardé finalement le rapport entre le coût, c'est l'efficacité, entre le coût et la production, c'est-à-dire le plan de transport et ce qui a été fait. Et on s'aperçoit que les TER, pour la région, on n'est pas dans un bon classement. Pour des raisons que je vous ai dit, parce que les centres, les garages, les centres de maintenance sont mal placés, ne sont pas performants malgré des points positifs. Il manque des trains, on a des corails qui sont des vieux trains, ainsi de suite. Donc on a des éléments de faiblesse, il faut investir. On a, nous, calculé 3,4 milliards pour les trains, 400 millions pour les technicentres, donc 3,8 millions au total, qui sont indispensables. Et aujourd'hui, ce manque d'investissement dans le passé fait qu'aujourd'hui, l'efficacité du modèle TER à cause du matériel roulant, nous l'avons souligné dans le rapport. Mais la région n'a pas assez investi ces dernières années. Il faut le reconnaître effectivement que... c'est pas si souvent que la Chambre régionale des comptes reproche à une collectivité de ne pas assez investir. Oui, ça peut arriver. Alors, sur l'investissement, d'ailleurs, sur ce point-là, les juridictions financières sont souvent attentives à l'investissement que je distingue du fonctionnement. Le fonctionnement, c'est le train de vie. Ce sont les dépenses courantes. Là, on demande effectivement à être très attentif pour effectivement, comme tout un chacun, faire en sorte de ne pas trop dépenser. L'investissement, c'est différent. C'est l'avenir et c'est ce qui vous permet effectivement d'investir dans des lycées, dans des trains. C'est ce qui permet de construire l'avenir. C'est quand même différent en termes de dépenses. Ce que vous demandez aussi à la région, c'est d'étudier la mise en place du cadencement. Pour vous, c'est plus efficace? Alors, on l'a étudié sur l'Auvergne avec le CEREMA. On a fait ce travail pour le regarder, puisque l'Auvergne, ça va être ce qui va être le premier point ouvert, la première zone ouverte à la concurrence. Et on a constaté, alors ça se fait dans la région, il y a quelques endroits qui se font, quelques lignes, mais le cadencement, pour expliquer à vos téléspectateurs, c'est le fait qu'un train démarre à 8h à un endroit, il arrive à 8h30 à son terminus, il repart immédiatement, et toutes les heures, il va faire des allers-retours. Donc votre train est utilisé au maximum. Alors qu'un non-cadencement, c'est votre train part, il s'arrête, il attend, le cheminot attend, voilà. Donc vous optimisez pas votre matériel. C'est un peu le principe de
je prends un train, je sais que j'en ai à 8 heures, à 9 heures, à 10 heures, à 11 heures, et donc ça sécurise le voyageur qui va s'habituer à prendre le train. Je dirais pas que c'est un métro, mais c'est un transport régulier qui, du coup, est assez recherché par les voyageurs. C'est très attendu dans l'agglomération lyonnaise, puisque c'est le principe du fameux RER à la lyonnaise dont on parle beaucoup. Les métropoles et la région se renvoient la balle de la responsabilité de celui qui bloque. Quel est votre regard là-dessus? Alors, on ne l'a pas étudié, mais on a un bon exemple dans la région d'un RER métropolitain, c'est le Léman Express. À Genève, il a été construit entre la région et les Suisses, à Genève. Et donc, vous avez là des trains très réguliers. Effectivement, vous avez un dispositif qui, d'ailleurs, a été un succès. Après, quand vous faites le RER métropolitain, je ne sais pas si, peu importe l'acteur, je pense que les deux devront discuter pour le faire, c'est un peu inéluctable, ça nécessite des investissements. On revient au matériel roulant, au réseau. Effectivement, quand on veut mettre ça en place, c'est effectivement un investissement. Et on revient aux investissements suffisants de la région. Exactement, on revient au point de départ. Juste un mot pour finir. Les collectivités locales sont dans l'œil du cyclone en ce moment. Le gouvernement leur reproche d'avoir trop dépensé, d'être responsable de creuser le déficit de la France. Elles répondent, d'ailleurs, toutes couleurs politiques confondues, que c'est un procès injuste. Alors, qui a raison? Alors, il y a du vrai et du faux. Alors, commençons par le vrai, dans les reproches qui peuvent être faits. Les collectivités, effectivement, ont vu leurs dépenses augmenter. Alors, pour des raisons objectives, hein, d'ailleurs. Le coût de l'énergie a augmenté. Voilà, l'inflation a touché les collectivités, donc ce sont des points. Puis il y a des points aussi qu'elles pourraient maîtriser, les dépenses salariales. Voilà. Mais globalement, les dépenses ont augmenté pour toutes les collectivités. Donc ça, c'est un point qui est juste dans les reproches qui peuvent être faits. Mais là où c'est injuste, c'est que si leurs dépenses augmentent, elles ne peuvent jamais, dans les dépenses de fonctionnement, elles sont toujours obligées d'être excédentaires. Elles sont toujours obligées d'avoir des recettes plus élevées que les dépenses. Alors certes, c'est l'épargne en fait. Leur épargne a diminué, c'est vrai. L'État, lui, n'a pas cette contrainte. Il peut dépenser plus qu'il ne touche. Mais les collectivités ne peuvent pas. Elles sont obligées d'avoir un budget en équilibre. Le problème pour elles, c'est si elles dégagent moins d'épargne, pour investir, elles sont obligées d'emprunter. C'est peut-être effectivement là que l'État leur reproche l'augmentation de leurs dépenses et les collectivités leur dépendent. Oui, mais nous ne sommes jamais déficitaires. Nous sommes obligés de par la loi d'avoir un budget en excédent. Et vous leur demandez d'investir? Et on leur demande d'investir, alors pas n'importe comment. On leur demande d'investir quand nous avons l'occasion d'étudier dans les endroits où c'est nécessaire. Il y a beaucoup d'autres rapports qui sont en cours, mais vous ne pouvez pas en parler. C'est pour ça que je ne pose pas de questions tant qu'ils ne sont pas rendus publics. On peut dire quand même cette année, le gros travail de la Cour des comptes, il va se faire sur les jeunes et l'accès au sport notamment. Alors on va avoir plusieurs rapports, effectivement. Il y en a un qui est en train d'être travaillé dans un rapport public annuel fait par la Cour des comptes sur la jeunesse. Et la Chambre régionale a en charge le chapitre, la partie sur l'accès des jeunes au sport. Donc on va s'intéresser aux 15-25 ans et voir comment ils peuvent accéder dans les différentes villes aux équipements sportifs et aux associations pour faire du sport. Ce sera l'occasion de vous réinviter, Bernard Lejeune. Je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.